Là, je fais une deuxième vidéo qui est possiblement plus longue que la première. La première parlait du bilan global du stage de dépassement de soi que j'ai fait. Et qui expliquait en fait comment j'ai fait pour voir la vie autrement. C'est très difficile de changer de paradigme. On parle beaucoup de changement de paradigme en ce moment, en 2022, où les gens changent de boulot, prennent conscience de certaines choses, mais il doit y avoir un déclic pour ça, ok ? Donc si votre vie vous convient pas, que vous avez tendance à dire « il faudrait que j'aimerais faire ceci », ouais mais je peux pas, c'est compliqué, j'adorerais faire ça mais je peux pas. En fait, si vous vous dites ça et que vous n'arrivez pas à débloquer ce type de pensée et vous ne voulez ou ne pouvez pas croire que bien sûr on peut tout faire, on est vraiment des personnes qui n'avons pas de limite. La limite elle s'impose lorsqu'on croit qu'on est limité en fait. Et là, cette vidéo elle sert à quoi ? Elle n'est pas exactement pareille que l'autre, elle sert à vous montrer de manière détaillée avec tous les documents que j'ai produits durant ce stage, qui sont des dessins, des prises de notes, du cheminement de ma pensée, qui ont été les conséquences d'épreuves physiques et psychiques que l'instructeur Fred Cuvelier nous a proposé durant ce stage. Et ça va vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est un stage de dépassement de soi, quels effets ça peut avoir sur la psyché et surtout sur la biologie. Parce que moi, ça a modifié mon corps. Ça a modifié, pas dans le sens où je me suis musclée, pas, on s'en fout de ça, dans le sens où je dors différemment. Je ressens des émotions qui sont différentes. Je suis plus calme, alors que je suis quand même TDAH, trouble 10, je prends plus de médicaments, tout ça. Ça fait longtemps que je prends plus de médicaments, hein. C'est pas le stage qui m'a fait que j'en prenais plus, mais j'avais décidé de remplacer en fait les médocs de l'hyperactivité contre de la méditation, hein. Donc évidemment le conseil de pas prendre de médocs, ça s'applique pas aux gens qui ont des pathologies lourdes, bien évidemment. C'est vraiment moi, ça, j'en avais marre de prendre du Concerta, de la Ritaline pour les TDAH. Je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait m'en passer à condition que j'aménage ma vie dans ce sens. Bon, trêve de blabla, je vous explique maintenant qu'est-ce qui s'est passé exactement pour moi dans le stage de dépassement de soi. De quoi je suis partie ? Eh bien, je suis partie de ça. Qu'est-ce que c'est que ce dessin ? C'est la vision que j'avais de moi le premier jour en arrivant au stage. C'est-à-dire que Fred nous a dit comment vous vous voyez, comment vous vous sentez aujourd'hui, essayez de faire un dessin, même s'il est abstrait, qui vous représente. Pourquoi j'ai fait ce dessin ? C'était tout simplement un dessin qui voulait exprimer avec des couleurs, qui voulait poser des émotions sur des couleurs, enfin pardon, poser des couleurs sur des émotions, parce que je me considérais comme brouillon, saturation mentale, fatigue chronique, poids à l'estomac, tête remplie d'idées mélangées, beaucoup de responsabilités, je me sentais lourde en fait. Comme beaucoup de gens, hein, probablement, surtout avec la vie qu'on mène en ville et tout ça, je me sentais vachement lourde, la boule au ventre. Voilà. Si vous vous sentez concerné, regardez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin, parce que à la fin, le dessin, au bout de 5 jours, c'est devenu ça. Vous voyez bien que c'est un peu plus positif, même beaucoup plus harmonieux. Et donc là, je vais vraiment vous expliquer comment je suis passée de ça, 5 jours après, ça. Et surtout, comment l'entretenir tous les jours. Parce que c'est pas, ça y est, j'ai l'illumination, je vais y rester comme ça toute ma vie. Ça se travaille, c'est comme le sport. Et entre-temps, au bout peut-être du 2e ou 3e jour, j'ai dessiné ça. Ça, c'était pendant la période de réflexion. Donc là, cette vidéo, elle sert vraiment à expliquer comment je suis passée par ces 3 étapes. C'est quoi les choses que j'ai faites pour passer à ces 3 étapes. Il y a une dose de chimie qui s'est passée dans mon cerveau pendant ce temps-là, naturellement, hein, sans avoir besoin de rien prendre, qui a fait que je suis passée de l'étape 1 à l'étape 3. Donc je vais vraiment vous parler de ça dans cette vidéo. L'idée, c'était vraiment de travailler mes besoins. Est-ce que c'était vraiment des besoins justifiés qui contribuent vraiment à mon bonheur ? Lister tous mes besoins. Et en fait, à la fin du stage, je me suis aperçue que tous les besoins que j'avais listés le premier jour n'étaient plus des besoins. Je n'avais plus besoin de ça pour être bien. Par exemple, besoin de reconnaissance, besoin de sécurité, besoin de ceci, besoin de cela. J'avais une liste, mais alors, truc de ouf, quoi.
Et puis, finalement, selon comment tu vois la vie, ces besoins-là, tu les combles uniquement en modifiant ton point de vue. Donc, tu as besoin de rien à part changer ton point de vue. Du coup, cette vidéo, elle explique vraiment comment on fait pour changer son point de vue, mais surtout l'ancrer. C'est pas juste s'auto-convaincre d'un truc, parce que ça marche pas, en fait. Au bout d'un moment, tu rentres chez toi, tu crois plus, parce que t'es plus avec les autres, t'es plus encadré, t'es plus soutenu. Donc, du coup, tu zappes les trucs. Bah là, vraiment, c'est ancré, c'est devenu ancré. Et comment j'ai fait pour ancrer tout ça? J'ai trouvé pourquoi je vivais ma vie. En gros, c'est si t'as pas de projet, enfin, si tu ne donnes pas un sens à ta vie, si t'as pas de pourquoi, tu ne peux pas construire quelque chose et tu deviens une espèce de vagabond de la vie. Mais en fait, il y a des gens qui sont globetrotters, qui n'ont pas de projet particulier, mais en même temps qu'ils en ont un parce qu'ils en ont pas un. C'est-à-dire, si ton projet c'est de pas en avoir, t'en as un, tu vois. C'est que t'as assumé que t'en avais pas et que t'étais heureux comme ça. Donc ça, c'est voilà le profil du voyageur, en fait. Et ben, c'est ok. Son projet, c'est de voyager, tu vois. Son projet, c'est de mettre la surprise en pole position. Son projet, c'est de ne pas savoir de quoi est fait le lendemain et de l'assumer et de rechercher ça. C'est ok, mais c'est pas le cas de la majorité de la population. On est plutôt sédentaire. Donc là, je vais plutôt parler aux sédentaires. C'est-à-dire que comment vous faites pour kiffer votre vie alors que vous pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser et tout décider à la place des autres et tout ça. Parce que vous n'êtes pas tout seul, quoi. Vous avez des enfants, peut-être un mari, vous avez des collègues, vous avez tout ça, ça peut vous peser en fait. Mais ça veut pas dire qu'il faut tout quitter et s'enfuir tout seul sur son petit poney en Mongolie, hein, ok. Donc l'idée c'est pas d'essayer d'avoir une pseudo échappatoire 1 heure par semaine en disant je m'accorde du temps pour moi, mais que entre midi et 14h le samedi, une semaine sur 2. En fait, vous pouvez le faire en permanence à partir du moment où vous arrivez à mettre en symbiose le fait de prendre soin de vous et de faire des choses qui ne dépendent pas que de vous. On peut, comme je disais, on peut très bien faire la vaisselle et se ressourcer pendant qu'on fait la vaisselle. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous associez une image ou une étiquette négative à un truc que vraiment il est négatif, ce truc. Monter 7 étages à pied avec 35 kilos de course sur le dos, moi ça me gavait. Et en fait, je me suis aperçue que si je le vois d'un point de vue ludique ou si je me dis cool, ça me permet de muscler le dos, ou cool, ça me fait travailler la cardio, et que je m'en convainc, et que c'est pas juste je me le persuade, c'est que vraiment je suis sincère avec moi quand je me dis ça. D'un seul coup, ça devient super cool et super amusant, et puis soudainement, ça me fatigue plus du tout de monter les 7 étages avec 35 kilos de course sur le dos sans ascenseur en fait. Donc d'un seul coup, ma vie, elle devient cool. Et en fait, quand les gens sont à mon contact et que je leur dis ça, ils hallucinent trop. Ils se disent non mais où elle se fait des illusions, elle s'invente un bonheur qui n'en est pas un. Mais ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est leur problème. Si eux, ils pensent que je m'illusionne, franchement, ça me dérange pas du tout en fait. Parce que moi, je ressens vraiment, après ce stage, je ressens vraiment que je suis bien. Donc, passons aux activités que j'ai fait. Je regarde un peu mes notes parce que voilà. Donc, ce qui était important pour moi, c'était de cesser de donner du pouvoir aux autres en les laissant douter de moi-même, d'accord? C'était s'accorder du pouvoir à soi et se laisser guider par son intuition et son instinct. Ça s'appelle se connecter à son ancrage, c'est-à-dire j'avais pas confiance en mes décisions et je me laissais trop influencer par les recommandations des autres. Du coup, je n'étais pas dans l'affirmation de moi-même et je doutais beaucoup parce que des personnes plus âgées que moi ou plus expérimentées de moi sur leur... même sur des thèmes finalement qui me touchaient, me disaient « Ah mais vraiment, je te conseille pas de faire ça, etc. » Et au final, je les écoutais. Donc même s'ils avaient plus d'expérience que moi sur le sujet, qu'est-ce qui pouvait garantir que si moi je le faisais, ça allait forcément pas marcher sous prétexte que eux, quand ils l'ont fait, ça n'a pas marché? Donc ça, c'était un truc qui me surlupinait un peu la tête. Et maintenant, ça a vraiment changé. Il y a quelque chose qui m'a extrêmement choquée aussi. C'est au début du stage, il nous a fait faire un petit dessin comme ça. Où en gros, tu fais une ligne verticale et puis 3 lignes horizontales. Et tu te places où tu veux sur... on considère que ça, c'est le milieu. Et tu te places un peu où tu veux sur les lignes. Tu peux te mettre là, 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 tu peux te mettre là. Et la plupart des gens se mettent au milieu, en fait. D'accord? Mais vous pouvez vous mettre ailleurs.
Et puis ensuite, ils nous ont dit, bon, bah maintenant, tu places tes amis sur par rapport à toi, tu places tes amis sur la grille. Et puis tu places ton papa, tu places ta maman, tu places ton compagnon, tu places ton enfant, ou si t'as pas d'enfant, tu places l'enfant que tu pourrais avoir si t'en as un, deuxième, troisième, quatrième enfant éventuellement. Tu places tes cousins, cousines, oncles, hein. Et après, je vous spoile pas, parce que si je vous spoil, évidemment, vous allez changer votre emplacement sur la grille. Mais en gros, selon où tu t'es placé par rapport aux autres, ça peut considérablement changer par rapport à ton voisin. En fait, lui, il va peut-être se placer différemment sur la grille. Donc déjà, ça te donne une vision de comment tu te places par rapport aux autres. Ok ? Il y a des choses qui devraient pas être au-dessus de toi. Il y a des choses qui devraient pas être en dessous de toi. Il y a des choses qui devraient pas être à ta gauche et qui devraient être à ta droite. Parce que ça pourrait vouloir dire que tu donnes justement ton pouvoir à certaines personnes. Mais ça veut pas non plus dire que rien doit être au-dessus de toi. Ça dépend vraiment. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est: est-ce que je me rends compte que je donne cette importance à certaines personnes ? Est-ce que je me rends compte que je laisse passer X personnes avant moi ? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose de faire ça, etc. Donc ça, c'est la première question que je me suis posée. Et ça m'a énormément modifié ma vision de ma famille, de mes parents, de mes amis et tout, en me disant, mais pourquoi je les place sous ou au-dessus de moi, en fait ? Pourquoi j'ai fait ça ? Sans pourquoi, t'as pas de pouvoir. Si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, comment est-ce que tu peux prendre ton pouvoir, en fait ? C'est pas possible. On n'a que l'entourage qu'on mérite parce qu'on va attirer ce qu'on est. On va attirer ce qu'on vibre. Si tu vibres la peur parce que t'as peur de tout, tu vas du coup exprimer ta peur et tu vas attirer des gens qui ont envie de parler de peur, qui ont envie d'exprimer aussi leur peur parce qu'ils se retrouvent dans ce que tu dis, etc. Ou tu peux attirer des gens qui vont te manipuler parce qu'ils voient que t'as peur et qui veulent quelque chose de toi, etc. Si tu vibres la confiance, le bien-être, etc., tu peux attirer des gens qui tendent vers ça, donc qui te ressemblent, mais tu peux aussi attirer des personnes qui veulent aspirer ton bien-être parce que ils en ont pas. Mais en fait, quand tu as conscience du fonctionnement de ce qu'on dégage, de ce que tu dégages, de ce que les autres dégagent, ça te permet de faire aussi le tri dans les choses que tu as plus envie d'avoir dans ta vie et les choses que tu as envie d'avoir dans ta vie. Donc ça, c'est la deuxième prise de conscience que j'ai eue. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait des différences entre les hommes et les femmes, même s'il y a toujours des cas particuliers. Je sais qu'il y a beaucoup de tendances à l'inclusion. Et là, ce que je vais dire, c'est très important. Il y a beaucoup de tendances à l'inclusion qui nous font croire que les femmes sont exactement pareilles que les hommes. Que les femmes sont exactement égalité par rapport aux hommes. Il ne faut pas confondre la volonté d'égalité sur les droits, et là on parle plutôt de juridique, de loi, etc., et l'égalité biologique, et l'égalité culturelle. Parce qu'on ne peut pas changer le passé. Si, au bout de milliers de générations, la femme, elle a été éduquée plutôt comme ci, et que l'homme a été éduqué plutôt comme ça, on ne peut pas dire qu'on a un héritage absolument égal. Donc, il n'y a pas forcément d'égalité réelle entre les hommes et les femmes, même s'ils sont éduqués exactement pareil. Même ma sœur, elle a eu la même éducation que moi, quoique peut-être il y avait eu plus de tolérance parce que c'était le deuxième enfant. On n'a pas du tout la même personnalité, on n'a pas du tout la même vision, etc. Donc ça va encore plus se prononcer si ça avait été un garçon, etc. Par exemple, une femme a tendance à plus d'abnégation et de sacrifice, elle a tendance à plus faire ça, et donc de plus souvent laisser passer les autres avant soi. Après, je suis pas ethnologue et tout ça, ou anthropologue, mais très probablement que c'est parce que comme elle est apte à faire des enfants, et ben elle va avoir tendance à faire passer ses enfants avant elle, et donc c'est plus inscrit dans sa culture ou dans son code génétique de faire les choses importantes en premier, et ensuite de pouvoir se poser une fois que tout est fait. L'homme, il va peut-être penser différemment. Il va peut-être, tu vois, faire les choses que quand il a envie de le faire, et quand il sent que c'est le moment de le faire, et ça va peut-être pas être le même moment pour son voisin ou sa femme, ou voilà. Donc ça veut dire que si la femme, elle dit à son mari, c'est l'heure de sortir les poubelles, faut le faire maintenant, elle va avoir l'impression de devoir le répéter 50 000 fois, et lui, il va dire oui, et en fait, pour lui, c'est pas si important que ça de le faire tout de suite, et ben elle va se sentir pas écoutée, et elle va avoir de la surcharge mentale, parce qu'elle va penser que c'est toujours pas fait, etc. Ça vient de là, en fait, la surcharge mentale chez la femme, l'épuisement mental, c'est parce qu'elle va penser à tout en même temps,
elle est capable de tout visualiser, etc. Les choses qui, peut-être, pour l'homme, vont être moins prioritaires, parce que lui, il va faire passer peut-être ses besoins avant ceux des autres. C'est pas exact en 2022, parce que l'éducation, la culture a tellement changé qu'au niveau même de l'évolution biologique, l'homme ressemble de plus en plus à la femme dans les tâches du quotidien, parce il prend de plus en plus conscience et il prend beaucoup plus part aux tâches du quotidien qu'il y a 200 ans, par exemple. Donc, c'est en train de changer, ok. Mais je dirais que ce qui est pas ok, en revanche, c'est d'avoir la certitude qu'on est tous libres et égaux par nature. Peut-être qu'on est tous libres et égaux en droit, ou enfin, en tout cas, on essaie de le faire, même si c'est pas encore totalement au point. Mais biologiquement, c'est pas vrai, en fait. Et donc, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que si moi, je sais que je suis une femme et que j'ai tendance plus à l'abnégation et au sacrifice et donc faire passer les autres avant moi, que j'ai conscience de ça, que j'accepte ça, du coup, comme j'ai conscience de la chose, je peux le changer. Je peux dire, non, bah alors, maintenant que je sais ça, je suis consciente que j'ai tendance possiblement à faire ça, et bien, si j'ai pas envie de subir ce type d'état, je vais le changer. Donc on peut pas changer un truc dont on n'a aucunement conscience. En tout cas, on peut pas le changer consciemment. Donc, comment changer ça ? Moi, je dois me mettre un cadre. Je dois me mettre un cadre avec des limites. Ma limite, c'est que si au bout de 2 répétitions, la personne ne m'écoute pas, ma limite, c'est que je ne m'en occupe plus, c'est terminé. Je ne veux plus en entendre parler, je m'occupe d'autre chose, je ne vais pas me surcharger mentalement. Ça, c'est ma limite. C'est moi, je m'impose des limites bienveillantes qui me permettent d'améliorer ma qualité de vie, mon état d'esprit, etc. C'est de dire, bah, j'en ai rien à foutre que les choses soient pas faites si au bout de 2 répétitions, les chiens n'ont pas fait le truc. Et derrière, ils vont peut-être se réveiller 4 jours après en disant, ah merde, ça c'est pas fait. Et je vais leur dire, ouais, et alors, bah fais-le. Donc, je vais plus me prendre la tête, en fait. Donc, j'ai pas envie de me mettre au timing des autres. J'ai envie de me mettre au mien. Et si les autres, ça leur convient pas, bah, c'est à eux de changer leur manière de voir ou de faire les choses. Mais je ne suis pas responsable du fait que ma façon d'être ne leur convient pas. Ça s'appelle pas ça s'appelle pas de l'égoïsme. En tout cas, si c'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme qui est bienveillant envers moi-même. Et ça leur appartient pas de m'imposer d'être comme eux, ça leur convient en fait. Et si ça doit causer des ruptures sociales, je vais attirer des personnes qui sont un peu plus comme moi. Ça peut être énormément transformant dans la vie si on s'est beaucoup sacrifié pour les autres et que du jour au lendemain on décide de penser beaucoup plus à soi. Très probablement que la moitié de vos amis ou de votre entourage va changer complètement. Parce que les gens, ils voulaient profiter de votre état d'être, parce que ça leur était vraiment profitable, et si d'un seul coup vous ne leur apportez plus ce qu'ils demandent ou ce qu'ils veulent tirer de vous, c'est eux qui vont se barrer en fait. Donc perdre des gens, ça veut pas dire perdre toute sa vie, ça veut juste dire changer d'air en fait. Et vous aurez besoin de rien faire en particulier. C'est juste en changeant d'attitude que vous allez attirer ce que vous êtes. Donc si vous êtes quelqu'un de libre et d'indépendant, vous allez attirer des personnes libres et indépendantes. C'est ça que je voulais dire. Donc ça c'est la deuxième chose que j'ai compris au stage. Donc je répète, la première c'était j'ai pris conscience des choses auxquelles je donnais trop de pouvoir, et la deuxième chose c'est j'ai compris comment récupérer ce pouvoir personnel. Et d'accepter aussi que ma vie va changer, même si je dois perdre des personnes auxquelles je tiens beaucoup, ben si je les perds, c'est que est-ce que c'était moi qui tenais trop à elles et elles pas assez à moi? Ben ça c'est une bonne question à se poser, vous voyez. Le troisième point, c'était ce cadre que je me mets à moi me permet de m'auto-soutenir. Parce que je sais que je vais pas perdre mes repères, parce que mes repères c'est ça, ça et ça, ma limite elle s'arrête là, et j'ai pas envie de dépasser mes limites pour faire plaisir à autrui, alors que c'est pas mon truc. L'émotionnel, ça peut être la pire des choses si j'en suis victime. En fait, les émotions, c'est censé être des points d'alerte. Nous ne sommes pas nos émotions. Si je ressens par exemple souvent de la tristesse, je ne suis pas tristesse. Je suis une personne qui a reçu un point d'alerte, une alarme, qui me dit attention là, il se passe un truc, c'est pour ça que tu ressens de la tristesse. Donc si je cherche pas à savoir pourquoi je ressens de la tristesse, je vais passer mon temps à dire je suis triste, sans savoir pourquoi. Ou alors je vais croire que je suis triste à cause d'un truc, alors qu'en fait ça fait appel à un traumatisme d'enfance, etc. Donc il faut pas non plus trouver des boucs émissaires. Exemple, je peux pas m'empêcher de pleurer quand il y a une situation d'injustice dont je suis témoin, ça me fait trop mal au cœur, et il y en a qui en ont rien à foutre. Moi ça me fait un truc de ouf dans mon cœur, et je me dis tiens, d'où ça vient? Pourquoi?
Et en fait, en cherchant avec le maître de stage, on s'est aperçu que quand j'étais petite, j'ai vécu la sensation d'abandon, alors que je suis pas un bébé abandonné, hein, mais j'ai vécu la sensation d'abandon parce qu'il y a des moments où je m'étais retrouvée seule, sans contact humain, alors que j'avais moins d'1 an. Et donc, pour me rendre compte de ça, j'ai dû interroger ma mère, etc., savoir est-ce qu'à un moment donné j'étais hospitalisée, est-ce que... je lui ai posé plein de questions, donc elle a trouvé ça un peu bizarre au début, mais je lui ai expliqué ma démarche, elle m'a fait « Ok, je vais faire de mon mieux pour te renseigner ». Évidemment, si vous pouvez pas vous renseigner parce que vous n'avez pas de parents vivants, etc., vous pouvez faire éventuellement de l'hypnose régressive. Il y a des thérapeutes qui vous permettent de vous souvenir un max de choses. Et si vous pouvez toujours pas le faire, juste déjà tenter de vous rappeler de votre plus vieux souvenir, c'est déjà énorme en fait. Et de remonter le temps comme ça petit à petit. Toutes les choses qui... Vous allez vous rendre compte qu'il y a des schémas qui se répètent. C'est « Ah tiens !» En y réfléchissant, je m'aperçois que le sentiment d'amertume, ou le sentiment d'injustice, ou le sentiment de trahison, ou le sentiment de honte, ça revient vachement, en fait. Et là, vous vous dites, pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi j'ai ressenti ça, et qu'est-ce que ça a généré comme automatisme comportementaux chez moi, qui fait qu'aujourd'hui, je suis cette personne-là. Est-ce que j'ai envie de rester comme ça? Si c'est oui, ok, très bien. Mais si c'est pas ok, qu'est-ce que je peux faire après avoir compris ces mécanismes, avoir compris comment je fonctionne, qu'est-ce que je peux faire pour modifier? Donc là, je vais arriver au moment où je vais vous parler de comment modifier, une fois que vous avez pris conscience pourquoi ça va pas, comment modifier définitivement ça. Déjà, premièrement, un travail de tous les jours. Il y a 2 paramètres extrêmement importants. Le premier, c'est la rigueur. La rigueur dans cette volonté de vouloir changer. C'est pas genre, je travaille 2 semaines parce que je fais une retraite yoga, c'est génial. Bon, c'est un exemple cliché, le yoga, mais peu importe. J'apprends la rigueur à un stage, par exemple, ou à une formation, et quand je rentre chez moi, bim, j'oublie tout ce que j'ai appris. Bah non, ça sert à rien, vous avez payé votre stage pour rien si vous faites ça. La deuxième chose, c'est l'autodiscipline. On peut très bien être discipliné, mais pas rigoureux. On peut très bien être... La différence, c'est que la rigueur, c'est que vous allez vraiment faire les choses consciencieusement et faire... Parce que vous pouvez être discipliné sur les horaires, mais pas rigoureux dans l'activité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être aussi discipliné sur l'horaire et... sur l'activité et inversement. Donc là, l'idée, c'est d'avoir et de la rigueur et de l'autodiscipline. Donc c'est... Au début, ça va être un effort de ouf. Vous allez dire, oh, c'est chiant, putain, j'ai pas envie, j'ai envie de dormir un peu plus tard, j'ai pas envie de me lever et tout. Donc... Mais parce que votre corps, il est pas encore habitué. En fait, au bout de... Normalement, il faut 40 jours. C'est beaucoup, 40 jours. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a des jeûnes de 40 jours. Il y a le carême, il y a le ramadan, ça dure 40 jours. 40 jours, c'est parce que c'est pas un chiffre anodin. C'est le temps qu'il faut pour votre corps à s'habituer à un changement significatif, ok? Quand vous arrêtez de fumer, si vous tenez 40 jours, vous allez voir que à partir de du 3e mois, c'est pas la même, quoi. Vous allez moins galérer. Donc c'est des trucs comme ça. Ensuite, l'autre point, c'est visualiser votre progression. Donc c'est super important de tenir un petit carnet de notes où vous notez juste quelques mots, comment vous vous sentez. Et en fait, quand vous remontez le temps et vous regardez votre carnet, parce que moi j'ai un carnet comme ça, et je me rends compte que les trucs que je marque, la vache, plus ça avance dans le temps, et plus c'est hyper structuré, c'est beaucoup plus sage, c'est beaucoup plus zen, alors qu'avant, je listais beaucoup de problèmes négatifs sur le début des pages, beaucoup de problèmes négatifs, et puis maintenant, je suis hyper orientée solution. Donc maintenant, naturellement, quand je visualise un problème, paf, je réfléchis de manière spontanée, à une solution possible, ou à plusieurs solutions possibles. Je vais essayer d'en trouver une. Il y avait un truc qui m'avait vraiment fait du mal, et j'avais réussi à trouver des solutions. Je sais plus où je l'ai mis. Ah si, voilà. Travailler sur ma blessure d'injustice. Que puis-je faire si j'ai un besoin et que l'autre ne veut pas m'aider? Ne peut pas ou ne veut pas m'aider. C'est-à-dire que personne n'est de mon côté, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, je sais pas si vous vous sentez concerné, ou des fois vous dites un truc, vous êtes sûr d'avoir raison, puis tout le monde vous se moque de vous, ou tout le monde va dire que vous dites n'importe quoi. J'avais trouvé 4 solutions en fait à ça. La première, c'est apprendre à ne pas écouter les autres et à faire ce que moi j'estime juste et bon, et assumer que... et m'en foutre en fait de ce que disent les autres, je le fais par moi-même, toute seule, je demande à personne.
Le deuxième point, c'est trouver des ressources humaines pour m'aider à le faire si c'est impossible que je puisse arriver à le faire toute seule. Trouver des personnes qui sont avec moi et qui vont dans mon sens pour m'aider à réaliser le X projet, en fait, d'accord ? Troisième solution, attendre une autre occasion de pouvoir parler ou faire la chose que je voulais faire. Donc je me dis, c'était peut-être pas le moment, le contexte, les bonnes personnes, donc j'attends une autre occasion. Ou sinon, quatrième, apprendre à m'en passer, c'est que finalement, je voulais me prouver un truc et que j'avais pas vraiment besoin de faire ce truc. Et c'est pas si important que ça pour moi de le faire, donc je me remets en question et puis je le fais pas. Mais pour avoir la clarté d'esprit de choisir un de ces 4 choix, il faut revenir à son cadre, revenir à ses basiques, revenir aux limites qu'on s'est mises et son périmètre d'action en disant pourquoi je veux absolument faire ce truc ? Est-ce que c'est parce que je veux prouver au monde quelque chose ? Est-ce que je veux me prouver à moi-même ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me le prouver ? Pourquoi je veux me le prouver ? À quoi ça sert ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Si j'en ai pas vraiment besoin, ça veut dire que ça me parle pas tellement et que je m'en fous en fait. Donc voilà. Et l'autre étape que j'ai compris de moi-même, c'était que j'avais pas assez joué dans mon enfance et que j'avais besoin de faire les choses de manière plus relativiste et de se dire je vais tout prendre comme un jeu. Ça veut pas dire que je suis pas sérieuse ou que je m'infantilise. C'est que vraiment je vois les choses très sérieusement, mais je l'aborde de manière plus ludique et amusante parce que je me suis aperçue que j'apprenais beaucoup mieux en faisant des choses ludiques qu'en étant trop sérieux en fait. Ça permet de mieux relativiser. En fait, je me suis aperçue que le jeu me permet de relativiser beaucoup plus. Donc ça me permet de transmuter mes peurs et d'être plus dans la gratitude, même si je vis un échec. Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a des challenges, il y a une notion de gagner quelque chose, il y a une notion de perdre quelque chose, et on gagne le jeu, on perd le jeu, on est en compétition, etc. Mais quand c'est un jeu, et que t'as perdu, t'as l'impression que l'enjeu, il était pas si... Moi, j'aime bien une expression qui dit « la vie est un jeu avant d'être un enjeu ». C'est vraiment relativiste, quoi. C'est... T'as raté, c'est pas grave, ou tu passes à autre chose, ou tu recommences, reviens à ton pourquoi, est-ce que c'est super important pour toi de réussir ? Pourquoi c'est important de réussir ? Ça vient d'où vient l'origine ? Et quand t'as compris l'origine du truc, c'est bon, t'as désamorcé, t'as plus besoin de faire le truc que tu voulais faire, parce que finalement, tu t'es aperçu que tu te prouvais un truc à toi-même. Surtout, quand quelqu'un te... Ah oui, un autre truc que je voulais dire aussi, c'est... Pourquoi c'est important de faire ces expériences par soi-même et de le vivre pour pouvoir s'en rendre compte, c'est que même si tu vois un médium ou un super coach qui a tout compris sur toi, il va te donner des réponses en disant oui mais c'était comme ça pour telle raison, et t'es comme ça pour telle raison, et je vais te soigner, et puis... Mais en fait, ça marche pas, parce que quand on te donne la réponse, ça te soulage sur le moment, et après tu zappes. Parce qu'en fait, t'as dit, ah ok, t'intellectualises le truc, tu fais, ok, c'est pour ça que je suis comme ça. Mais en fait, comme tu l'as pas vécu et qu'on t'as un peu spoilé, et tu l'oublies. Quand t'es dans la recherche de la connaissance de soi, tu vis le truc et donc tu l'intègres mieux. En fait, on est trop dans le mental, souvent on mémorise des informations, mais on ne l'ancre pas. Et quand tu n'ancres pas une information dans ton corps, dans tes tripes, tu vas pas pouvoir l'incarner. Et à chaque fois que tu vas le faire, tu vas devoir faire un effort mental pour dire « Oh, je dois le faire ». Et ça fatigue, et c'est pour ça que ça te saoule. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui font pas les trucs, enfin qui font pas les choses qu'ils savent qui sont bons pour eux. Exemple tout bête, quelqu'un qui dit je me suis fait coacher en langage corporel et en charisme et en leadership, donc je dois ne pas croiser les bras, avoir les épaules droites, machin. Si elle intellectualise le charisme, elle va tout artificialiser, ça va lui demander un effort, une dépense d'énergie considérable pour atteindre l'image qu'elle veut donner, alors qu'en fait, si elle est vraiment heureuse, bien, vraiment elle rayonne, elle s'est ancrée au fond d'elle le bien-être, elle va naturellement avoir une posture décontractée en fait, parce qu'elle va être déstressée. Et donc du coup, elle aura pas besoin de dépenser autant d'énergie que l'exemple que j'ai donné juste avant, pour avoir un résultat quasiment similaire en fait. Donc c'était mon témoignage sur la différence entre recevoir des réponses de quelqu'un qui comprend tout sur vous et le vivre soi-même et s'en rendre compte tout seul. Les bons coachs, pour moi, ils te donnent pas les réponses. Il te montre quelques pistes pour te poser certaines questions pour que ça twiste dans ta tête, mais même s'il a vu un truc sur toi, il faut pas qu'il te le dise. Parce que sinon, tu vas te braquer ou tu vas pas le croire, parce que tu vas lui dire, mais t'es qui pour me dire que je suis comme ça, en fait. Tu vois, Fred, il allait pas me dire,
tu te sens pas féminine parce que quand t'étais bébé, on ne t'a pas dit ah qu'est-ce qu'elle est belle ou ah qu'est-ce qu'il est beau, donc j'avais pas la validation féminin ou masculin de la part des. Il allait pas me dire ça parce que j'allais lui dire ouais t'es qui pour tu vois me dire qu'est-ce que les gens ils disaient sur moi, t'étais pas là machin, enfin je me serais braquée en fait. Mais je me suis rendu compte effectivement que j'arrivais pas à m'identifier parfaitement parce que les gens avaient tendance à dire de moi que j'étais bizarre ou un extraterrestre ou pas comme les autres ou atypique. Quand on me valide de cette manière, je me dis pas tiens je suis une femme accomplie ou tiens machin. Je me dis juste je suis un être bizarre et je suis même pas un être humain en fait. Donc il a fallu un moment pour que j'accepte le truc et que je me dise ben c'est parce qu'on a dit ça de moi que je m'autoproclame comme ça, mais au final c'est les gens qui m'ont fait croire ça quoi. Mais ça c'est un truc où il faut se rendre compte soi-même. Et enfin le dernier point que je veux vous dire et ensuite clôturer cette vidéo, c'est de me dire c'est quoi mon pourquoi, c'est quoi le but de ma vie, c'est enfin déjà est-ce que j'ai envie de m'en donner un, parce qu'il y en a qui sont très heureux de pas s'en donner parce que tout est possible et ils sont hyper épanouis et c'est hyper ok. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'une ligne de conduite, enfin pas une ligne de conduite mais une ligne de direction pour savoir vers quoi vous orientez votre énergie, votre temps, etc. C'est quoi ton job dans cette terre, en fait, dans cette planète? Tu peux faire le métier que tu veux, mais ce qui compte, c'est comment de quelle manière tu sens que c'est vraiment pour toi, en fait. Comment tu trouves ta place dans le monde, en fait. Comment tu rentres dans ce grand puzzle de la vie. Je me suis rendu compte, mais ça, c'est vraiment après beaucoup de... Bah, en fait, je me suis rendu compte au bout de tout le cheminement que je viens de vous décrire, c'est tombé tout seul, comme ça, boum. À force de me connaître, de me renseigner sur moi-même, de comprendre pourquoi j'ai fait ça, et j'ai fait ça, d'accord, c'était pour ça, et pourquoi j'ai fait ce truc, et pourquoi. Je suis remontée dans le pourquoi, et je me suis aperçue que mon job à moi, ce qui me rendait vraiment heureuse, c'était pas tellement d'avoir des réponses à des questions, c'était pas tellement de tout savoir sur moi, c'était pas du tout de tout comprendre sur moi, c'était juste d'accepter, d'avoir confiance à ne pas savoir. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai confiance au fait que ce qui va m'arriver, c'est toujours dans mon intérêt, et c'est toujours pour apprendre quelque chose, c'est pas le monde qui conspire contre moi, c'est pas les gens qui me veulent du mal, c'est pas machin, nanana. À partir du moment où tout ce qui m'arrive, toutes les résistances que je rencontre, ça sert à me faire apprendre quelque chose sur moi-même, d'un seul coup, j'en avais plus rien à foutre de tout savoir sur moi, et de chercher mes problèmes, et de machin, et de trucs, et de vouloir tout éradiquer de mal à l'intérieur de ma vie, j'en avais rien à faire. Tout ce qui m'intéressait, c'était de vivre avec et d'utiliser ces résistances et ces choses négatives pour, comme opportunité d'apprentissage sur moi. Et c'était d'accepter de me réjouir, de tendre vers un élargissement de mon champ de conscience et de ma prise de hauteur sur la vie, que je me suis dit, génial, je sais exactement ce que je veux faire dans ma vie, j'ai besoin et j'ai envie de Petit Prince, donc là j'arrive au deuxième dessin, j'ai envie de faire des rencontres, donc de rencontrer des personnes très différentes de moi. Là c'était métaphorisé sous forme de différentes planètes et de galaxies. C'est-à-dire que mes petites antennes, là, ça peut être une couronne comme un bonnet d'âne, c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre de la vision que je peux dégager. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de capter, comme des petites fourmis qui ont des antennes, là, de capter en fait tout ce qui vibre plus haut que moi, des gens qui ont réussi à accomplir des belles choses et de pouvoir les rencontrer, leur parler, etc. Et moi, ça me crée un environnement hyper sain et hyper motivant. Et puis, vous savez, j'ai écrit des choses autour, donc je vous lis ce que c'est, parce qu'on voit pas très bien. L'enfant croît, donc croît du verbe croître. Après, j'ai écrit le monde croît, donc le monde croît du verbe croyance. Donc, quand les enfants grandissent, le monde croit en la vie, parce que dans le sens où quand tous les enfants grandissent, bah, c'est eux qui font le monde, ils sont un peu notre avenir, un peu. Donc le monde se met à croire que la vie est possible, puisque tous les enfants grandissent et ils font quelque chose du monde. Donc ça entraîne, le monde croît, donc le monde croît du verbe croître, donc le monde grandit, puisque les enfants grandissent, et donc l'enfant croît. C'est-à-dire, si le monde croît du verbe croître et du verbe croire, eh bien, l'enfant se met à croire en la vie parce qu'il voit un modèle précédent. Donc, c'est le cycle. En fait, j'ai écrit le cycle de la vie. C'est l'enfant croit, le monde croit. L'enfant croit, le monde croit. Et alternativement, du verbe croire et du verbe croître.
Et en fait, c'était mon dessin. C'est-à-dire que là, moi, je marche, d'accord? Là, je me représente là, je marche et je tombe sur grandir, le monde croit en moi, je crois au monde et les enfants croient en moi, etc. et ainsi de suite. Donc c'est le cycle de la croyance, mais dans le sens positif, quoi. J'ai la foi. C'est pas la croyance, c'est plus j'ai la foi. Le mot croire, c'était un jeu de mots, mais c'est vraiment si j'ai la foi en ce que je fais, en moi, au monde, aux êtres humains, si je crois aux autres, mais évidemment que les autres ils vont croire en moi parce que je leur envoie une image tellement de ferveur, de positif. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui croit profondément en vous, mais ça vous met plein de chaleur ici, là, vous êtes trop heureux, quoi. Vous êtes tellement content, et du coup, vous aimez la personne qui croit en vous, et du coup, vous croyez aussi en la personne, et ça fait un cercle vertueux. Vous imaginez Moi, je vois un truc yin et yang qui tourne comme ça, c'est le moteur nucléaire, là, il se lance et tout, et là, on soulève tous des montagnes, on bâtit des empires, quoi, mais pas des empires en mode dictature, des empires en mode toute une civilisation, tout un groupe, et là, on arrive à mon projet final, où je me suis dit, bon, bah c'est super, ce stage m'a permis de comprendre ci, de comprendre ça. J'ai envie de créer un lieu de résilience qui permet à la fois d'avoir une résilience matérielle, d'ancrage pour en arriver à ce fameux dessin. Ça, c'est la nourriture, de quoi je me nourris en fait. J'ai envie pas de contrôler, mais de maîtriser ce que je mange. J'ai pas envie de dépendre de X industrie qui va me nourrir d'une manière qui me convient pas. Donc je vais créer une ferme ludique qui permet d'apprendre à toutes les familles l'agriculture paysanne, parce qu'il ne faut pas croire que parce que tu veux cultiver ta nourriture, tu es obligé de devenir agriculteur professionnel. Depuis la nuit des temps, les familles elles plantaient leurs patates, leurs arbres fruitiers, ils avaient leur lait de chèvre et tout ça, donc ils pouvaient passer un certain temps là-dessus, et ils avaient des familles nombreuses, ce qui fait que ils étaient peut-être entre 6 et 15. C'est le chiffre idéal pour pouvoir avoir une ferme autonome en nourriture et en énergie et ne pas être obligé d'aller tous les jours au bureau pour réaliser les rêves des autres et attendre sa paye qui en plus nous sous-paye et nous exploite, ok ? Mais là, je parle que pour les gens qui se sentent exploités. Il y a des gens qui sont très contents de leur travail, ils se sentent pas du tout exploités, ils gagnent très bien leur vie et il n'y a aucun problème. Moi, je parle pas à ces gens-là. Je parle vraiment aux gens qui en ont ras-le-bol de faire un boulot où ils ont l'impression d'être des grosses esclaves et de se sentir super mal et qui ont envie d'être plus autonomes. Moi, je parle à ces gens-là. Et en fait, j'ai envie de créer une ferme qui permet aux personnes d'apprendre de manière simple, efficace et économique et écologique, de pouvoir produire des ressources alimentaires pour toute la famille pour assurer la sécurité alimentaire des enfants dans un monde où on a envie de manger plus sainement et local, etc. Première chose. Deuxième chose, dans cette ferme, j'ai envie de pouvoir recevoir les familles pour qu'elles puissent apprendre et donc pouvoir les héberger, donc de créer plusieurs niveaux d'hébergement. Donc il y a des gîtes un peu plus ou moins confortables selon le désir des personnes, leur état de santé, etc. Donc ça peut être des chambres en dur et tout, mais d'autres types d'hébergements qui sont plus économiques pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une chambre, machin, de pouvoir venir planter tout simplement leur tente avec des sanitaires proposés par notre structure qui ferait que ils pourraient venir vivre en pleine nature quelques jours, quelques semaines, et donc apprendre de manière collaborative et participative à qu'est-ce que la vie en communauté, comment retrouver ce sentiment de tribu, vous savez, un peu comme en Afrique, où les femmes, elles partagent tout, la personne en face de toi, c'est un peu une extension de toi-même, parce que du coup, tu la comprends, tu t'es plus empathique, parce qu'on est obligé de prendre soin les uns des autres, parce que chaque ressource humaine est un élément très important du fonctionnement du groupe. S'il y en a un qui est pas bien, qui est malade, c'est pas profitable pour l'ensemble du groupe, et socialement, et matériellement, et niveau santé. Donc l'idée, c'est d'arrêter de penser à soi, et de penser aussi d'avoir une pensée collective, en fait. Sans non plus partir sur une espèce de gourouisation, là. Mais c'est plus de se dire, c'est quoi la vie en tribu ? Parce qu'à l'époque, l'homme, c'est un animal tribal. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. C'est quand vous regardez les groupes des grands singes, ça ressemble vachement, c'est-à-dire que on est des animaux grégaires, on est des êtres qui vivent en clan, en tribu, en groupe, mais à un moment donné, ça devient complètement aliénant de vivre par groupe de 10 000. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ton groupe, il est limité. Quand tu restes à taille humaine,
tu dépasses pas, allez, 25-30 personnes, mais c'est vraiment au grand maximum. Vivre dans un endroit où il y a 30 personnes chez toi, c'est énorme, en fait. Donc là, nous, on va commencer à 10, enfin une dizaine de foyers, quoi. Donc ils sont ou 1 ou 2 ou 3. On compte pas les enfants, parce qu'on fait pas travailler les enfants. Mais en revanche, on peut leur transmettre des choses, partager, etc. Mais c'est pour vous dire que j'ai envie de créer un espace où on peut expérimenter ça, parce qu'il n'y en a pas des masses. Enfin, si, il y en a dans les écolieux. Il y en a dans les écolieux, mais les écolieux, ils vont transmettre plus les chantiers participatifs, la permaculture. Moi, je voudrais transmettre aussi des notions qui sont philosophiques, des notions qui sont de dépassement de soi, mais qui sont pas non plus que faire du yoga ou que faire du qigong, parce que ce qui me dérange, en fait, dans les écolieux d'aujourd'hui ou les centres de bien-être, c'est qu'ils vous apprennent une activité pour l'activité. C'est-à-dire qu'on fait du yoga, le yoga c'est comme ça, comme ça, comme ça vous aide à mieux respirer, ça vous aide à perdre du poids, ça vous aide à vous assouplir. Il manque la philosophie, il manque comment appliquer ces principes, peu importe ce que vous faites dans la vie. C'est pas on arrête de travailler, ça y est, on fait une activité bien-être. C'est l'activité bien-être, elle est intégrée en synergie dans même les activités qui vont être très lourdes physiquement ou très lourdes psychologiquement. On peut très bien travailler son bien-être alors qu'on est dans une file d'attente au supermarché ou si on est en train de désherber comme un ouf toute la journée au soleil. Enfin, je fais un exemple, quoi, mais voilà. Donc, c'est pour vous dire comment unifier, harmoniser, rendre holistique la connaissance de soi et comment l'incarner en faisant des choses qui ont du sens pour soi et comment le développer et le transmettre, d'accord? Donc, il y a l'intention de chercher son pourquoi, j'ai besoin de chercher un pourquoi, sinon je n'ai pas d'accroche, je n'ai pas de racine, je ne suis pas ancrée. Là, ce dessin, il représente l'ancrage, j'ai trouvé mon pourquoi, j'ai une base solide, le tronc est plus fin que les racines, on est d'accord. Je sais, j'ai une base solide, ça ne changera pas, je suis enracinée dans mon pourquoi, j'ai besoin de faire se rendre compte les personnes de ce que moi j'ai vécu parce que ça me permet de pas penser qu'à ma gueule et de pas... parce que si j'ai compris un truc, c'est pas pour le garder pour moi et de rester dans mon coin et m'enfermer dans ma caverne. J'ai envie de le partager, de kiffer, j'aime la présence d'autres personnes. Ça me permet d'être intégrée dans une tribu, une famille qui avance tout comme moi et on a un but plus ou moins commun, quoi. Donc moi mes racines c'est important, c'est ça moi que je veux développer. Après il y a on dirait une paire d'ailes, c'est rigolo, mais c'est vraiment le côté, enfin on voit pas dans la vidéo, mais d'avoir les bras comme ça, de se dire je rassemble les principes, les valeurs, les personnes, les ressources dont moi j'ai besoin pour construire et partager les choses qui sont importantes pour moi. Et je le fais avec plaisir, joie, et c'est comme ça qu'on lance ce que j'appelle le moteur nucléaire de l'énergie humaine, en fait, parce que l'énergie, on en a à revendre, mais c'est juste qu'on s'en rend pas compte, on se sent tous épuisés. Mais pourquoi, à votre avis? C'est parce que justement, on n'a pas ces racines et on n'a pas les ressources, les gens qui croient en nous et en qui on croit, ok? Et puis en haut, c'est des choses qui sont pas totalement réglées chez moi, c'est la pensée fourmillante, le fait de s'éparpiller, etc. Mais ça va se résoudre grâce à l'ancrage, ça va. Parce que là, c'est tout nouveau, hein, ce dessin, je l'ai fait il y a 2 jours. Je me sens un peu comme ça. Et je me dis que mon esprit va s'éclairer et va être plus limpide lorsque j'aurai mis les bases. Et surtout, il faut que je continue à travailler ça tous les jours. J'espère que ce témoignage a pu vous faire comprendre comment je suis passée de ça. Donc brouillon... non, c'est pas cette faute, c'est pas cette image. Comment je suis passée de ça. Donc brouillon, fouillis, fatiguée, lourde, etc. 5 jours après, comme ça. Donc j'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis on verra la suite de ce projet de ferme et d'accueil agro-touristique et de formation que je suis en train de lancer avec des amis. Et on se retrouvera très prochainement dans une vidéo qui va parler de ça.